présentes quasiment plus, tu es un passeur incontestable de l'équipe de France, tu es arrivé à peu près en 2010, tu as gagné 2 fois la Ligue mondiale, 2015-2017, tu es champion d'Europe en 2015, 3 fois champion de Pologne, dont tout dernièrement, si je ne me trompe pas. C'est ça. Aujourd'hui, tu es considéré comme un des meilleurs passeurs du monde, dans les meilleurs. Qu'est-ce qui te différencie pour toi un petit peu des autres grands noms comme Christensen, Bruno, Gianelli? Qu'est-ce qui va être un petit peu la différence dans ton style de jeu et un petit peu tes compétences particulières? Déjà, pour moi, c'est dur de dire vraiment qui est le meilleur passeur, parce que ça dépend de beaucoup de choses, de l'équipe qu'on a, des moments. Je pense qu'on me considère comme ça pour le grand public, on va dire, justement par les trophées que j'ai gagnés assez régulièrement là, dans les dernières années avec l'équipe de France, avec mon club polonais. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Après, je pense qu'il y a énormément de passeurs aussi forts que moi. Après, même meilleurs, hein, forcément. Et voilà, qu'est-ce qui différencie? J'essaye d'être moi-même, d'être ce que j'ai appris étant jeune dans mon travail quotidien, d'être vraiment au service de l'équipe, d'essayer de mettre dans les meilleures conditions mes attaquants. C'est vraiment mon objectif. Je suis pas forcément un passeur qui aime briller par peut-être mettre beaucoup d'ace, mettre beaucoup de blocs, parce que aussi je suis pas capable physiquement. Mais j'adore briller quand je vois mes attaquants briller et faire les points. C'est ça qui me rend heureux et qui me donne du plaisir dans ce rôle. Donc voilà un petit peu moi comment je vois la chose. Du coup, dans la dynamique entre bon choix et bonne passe, toi tu privilégierais plutôt peut-être bonne passe, qualité de passe, j'entends. Je pense que plus on avance dans le rôle de passeur, plus on se rend compte que c'est une chose importante, la qualité de la passe. Parce qu'il peut y avoir des fois le bon choix, mais si la balle n'est pas bien, l'attaquant n'aura pas tous ses choix et tous ses coups pour justement faire le point. Donc il faut un peu un mix des deux, trouver la bonne balance, le bon moment. Donc oui, c'est toujours un équilibre à avoir dans le jeu entre la qualité, le choix, mais c'est vrai que la qualité est primordiale à très très haut niveau, parce que il y a aussi des attaquants qui sont capables de gérer des situations avec double bloc, clairement bien, même si, alors que s'il y a un bloc avec une qualité de passe un peu moindre, c'est vrai que c'est parfois plus compliqué. D'accord. Sur le chemin que tu as parcouru ces dernières années, justement tu parlais de ce qu'on t'a appris quand tu étais un jeune joueur. Comment tu vois ton évolution dans ton jeu au fur et à mesure de ces années qui passent? Est-ce que c'est à peu près dans l'esprit de ce que tu as pu apprendre au CNVB sur tes premières années, ou est-ce que c'est quelque chose qui a évolué quand même au fur et à mesure? Non, je pense que tout ce qui a été fait avant, il reste ancré, parce que j'ai beaucoup travaillé, que ce soit quand j'ai commencé en Alsace, au Pôle Espoir à Strasbourg, après au CNVB où j'ai eu un cursus assez long de 4 ans, avec la dernière année en Pro B. Donc bien sûr que ça a forgé le joueur, ça a formé le joueur, c'est l'identité du joueur. Après forcément il y a des choses qui se développent quand on commence une carrière pro, parce que le niveau est supérieur, parce que l'exigence est supérieure, parce que mentalement c'est beaucoup plus dur de jouer des matchs internationaux, des matchs en club, des matchs de Ligue des Champions, tout ça c'est plus difficile. Donc bien sûr il y a aussi cet aspect psychologique qui est important dans le développement du joueur, mais l'aspect technique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bases de ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Ouais. Il y a des joueurs ou des entraîneurs dans ta carrière qui t'ont amené à faire évoluer ton jeu de passe, ou pas spécialement, que c'est plutôt eux qui ont dû se calquer sur ta façon de jouer? Alors j'aime pas, entre guillemets, j'aime pas être trop dirigé sur mon jeu. J'aime bien avoir un peu de liberté. Je pense que c'est important d'avoir une tactique, de suivre une tactique un petit peu, donc ce qu'on voit avant le match avec la vidéo, etc. Mais j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans. Et c'est vrai que
que quand je travaille avec des nouveaux coachs, j'aime bien justement discuter de ça avec chaque coach avec qui je travaille pour justement donner mon point de vue en disant que moi, j'aime bien avoir de la liberté tout en respectant un plan de jeu s'il y a vraiment des tendances de l'équipe adverse. Mais j'aime bien avoir de la liberté, donc ça, c'est toujours un discours avec l'entraîneur que j'ai en début de saison. Et en règle générale, ça marche, on me laisse assez libre là-dessus. Et parce que aussi j'ai pris de l'expérience et j'arrive de mieux en mieux à gérer ces moments-là. Donc je pense que c'est important. Après, faut toujours être en discussion avec le staff et avec l'entraîneur pour avancer, quoi, pour le bien de l'équipe. Tu penses qu'aujourd'hui ton statut rassure aussi les attaquants quand tu arrives dans une équipe? Oui, je pense que ça aussi, forcément, ça joue. Ça joue quand on gagne. On est vu autrement, on est vu différemment, que ce soit en équipe de France, en club. Donc bien sûr, je pense que ça rassure. Après, là-dessus, je reste assez tranquille parce que tout va vite dans le sport et dans le volley. On peut vite passer de très 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 haut à très très bas. Donc faut rester concentré sur ce qui se passe ensuite, sur le futur, pas penser à ce qu'on a fait. Bien sûr que ça doit amener beaucoup de confiance et beaucoup de certitude sur ce qu'on est capable de faire. Mais toujours penser au futur, c'est important parce que c'est comme ça qu'on avance. Et je reviens sur les attaquants sans te faire des ennemis ou des amis, parce que tu vas peut-être oublier. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 attaquants qui, par leur spécificité dans le jeu, t'ont vraiment plu pour évoluer avec eux? Oui, clairement, Erwin, c'est un joueur qui a besoin de qualité, mais c'est le genre de joueur où il y a peut-être besoin de moins de qualité que d'autres. Justement parce qu'il arrive à sortir de situations que d'autres joueurs n'arrivent pas, à trouver des coups que d'autres joueurs n'arrivent pas. Et c'est vrai que pour un passeur, c'est rassurant parce qu'on peut se tromper un petit peu, qu'il arrive toujours à gérer bien la balle. Il y a aussi Kevin Tilly qui a beaucoup de coups, qui joue beaucoup sur le timing, sur pousser la balle dans le bloc. Donc vraiment, il y a beaucoup de joueurs. Là, en Pologne, je m'entends très très bien, que ce soit en dehors et sur le terrain avec Sam Dero, le Belge, qui a vraiment un style de jeu qui me correspond, une balle très très accélérée en 4, une super pipe vraiment rapide. Donc voilà, des joueurs avec qui j'ai des affinités et qui se rapprochent, on va dire, du jeu que j'aime bien. Ok. Si on rentre sur un thème un peu particulier qui est celui de la pipe, qui est devenu indispensable aujourd'hui à haut niveau pour performer, comment est-ce que toi tu le conçois ton jeu autour de la pipe? C'est vrai que c'est devenu une attaque très très importante. On voit les Nord-Américains, les Américains et les Canadiens c'est vraiment les 2 pays qui en jouent vraiment énormément. Il y avait un moment les Brésiliens aussi, une période où c'était vraiment hallucinant comment ils la jouaient. Et c'est vrai que c'est devenu une arme dans le jeu actuel, surtout maintenant avec les centraux qu'il y a. Tellement offensif, tellement fort à l'attaque, où c'est dur de ne pas prêter attention à eux. Donc voilà, c'est un nouveau style de jeu qui parfois est difficile à organiser parce que la qualité du service est devenue très très impressionnante aussi. Et du coup une bonne pipe, c'est plus facile à jouer quand on a une bonne réception. Donc c'est tout un mix à avoir entre le moment, le central qu'on a, quand la jouer, avec une bonne récepte. Donc bien sûr que c'est très important, mais voilà, il faut avoir tout. Il y a des entraides aussi qui sont énormément renforcées. Oui, c'est vrai que maintenant les équipes très très physiques, les 3 contreurs centraux sont de plus en plus au milieu du terrain, à attendre et à se déplacer rapidement sur les extérieurs. Donc oui, il y a plus d'entraides qu'avant, mais c'est vrai que ça reste une arme quand elle est bien jouée. C'est quelque chose qui est chiant à contrecarrer, on va dire. Tu devais donner 2 points clés sur lesquels travailler à un jeune passeur qui démarre. Sur quoi tu l'inciterais à se focaliser? La technique, je pense que sur la passe, c'est vraiment de la répétition, de faire des gammes, toucher la balle un maximum, donc travailler avec des cibles. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le travail principal. Et après, il y a aussi tout ce système de travail de pied, d'être bien positionné sous la balle qui est important.
Voilà, donc faut qu'un passeur soit assez vite sur ses jambes pour être bien placé et pouvoir justement être assez neutre dans son jeu, quoi. Mais ça, on va en venir à la prochaine question. Justement, cette notion de neutralité, de silence du passeur, elle était omniprésente ces dernières années dans le travail, notamment avec les jeunes passeurs, en pôle espoir par exemple, ou dans les grands clubs. Aujourd'hui, on commence à voir à très haut niveau des passeurs qui jouent un peu avec ça, les Marouf, les Tcheko, en montrant des choses et puis finalement faire l'inverse. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu cogites un peu ou tu commences à essayer de réfléchir à ce que tu montres avant de donner ton ballon? Ça m'arrive de le faire aussi, de feinter un peu, par le corps, par les mains, par tout ça, quoi. C'est vrai qu'il y a des passeurs qui le font très très bien. William, le passeur brésilien, des Tcheko et Marouf qui le font beaucoup. Donc bien sûr que ça se fait de plus en plus. C'est un plus qu'il faut rajouter. Maintenant, je pense que ça, c'est dur à entraîner. C'est vraiment dur à entraîner parce que c'est plus à l'instinct, je pense. C'est à l'instinct, c'est des passeurs qui jouent beaucoup, qui aiment jouer avec l'équipe adverse, et ça, c'est dur à entraîner, je veux dire. Donc bien sûr que ça se développe, mais je veux dire, il y a encore une minorité de passeurs qui le font. Autre secteur aussi de la passe où il y a eu pas mal de discussions, où on observe un petit peu deux écoles, c'est la notion de jeu en déviation, où je suis orienté et je dévie avec les poignets, et la notion de jeu en rotation, où au moment où je joue, je tourne et je m'arrête pour donner le ballon dans le bon angle. Toi, aujourd'hui, tu te considères plutôt comme un passeur qui utilise quel domaine? Les deux? Est-ce que ça dépend Les deux, ça dépend un peu de la situation, de ma position, de là où je suis sur le terrain, parce que du coup, physiquement, je suis pas le passeur le plus physique, donc moi, il me faut des fois de puissance, et du coup, j'ai plus de puissance avec de la rotation, donc sur la longue distance par exemple. Avec un appui droit très fort. Avec un appui droit très fort, des fois un appui sur une jambe pour renverser. Voilà, je pense que ça dépend un peu du moment. Je pense qu'il ne faut pas être fermé pareil à une technique. Je pense que ça dépend un peu du passeur, de la qualité qu'il a, de ses sensations. Je pense qu'il ne faut pas du tout être fermé par rapport à ça. D'accord. On a beaucoup entendu aussi Laurent Tilly ces dernières années parler de VHL, de vite aux lignes. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a parlé rapidement, sur lequel tu as trouvé des sensations? Est-ce que techniquement, tu as un plus pour réussir à trouver cette balle-là? En fait, c'est surtout, comme on a parlé en début d'interview, cette balle permet d'avoir la possibilité à l'attaquant d'avoir tous les coups, quoi, qu'il puisse... parce que maintenant il y a vraiment des animaux sur les diagonales, que ce soit les centraux ou même un triple bloc parfois. Donc il faut que le mec il puisse jouer avec les mains, pousser la balle, qu'elle soit bien haute sur le filet. Donc c'est plutôt dans ce sens-là où il faut sensibiliser le passeur à ce que l'attaquant il puisse revenir sur la ligne à n'importe quel moment, qu'il ait le choix de revenir sur la ligne, et justement par une balle des fois qui est un peu basse, un peu courte, sauf certains joueurs exceptionnels, le joueur on va dire normal il va revenir sur la diagonale, et c'est là est-ce qu'il n'y a pas le central qui va arriver au dernier moment, est-ce que l'ailier qui est déjà physique, est-ce qu'il va pas plonger diagonale et fermer les angles? Donc c'est plus dans ce sens là, je pense. D'accord. Une autre spécificité un petit peu du jeu à la française, dont tu fais vraiment partie des initiateurs, j'ai envie de dire, la contre-attaque sur le filet. C'est quelque chose pareil que vous travaillez avec vos attaquants. On le voit de plus en plus, quand même, ces situations où on sait que le rapport de force face aux Russes par exemple va être compliqué, même à distance où les joueurs adverses vont couper les angles, d'amener ces ballons sur le filet. Il y a de plus en plus de joueurs, de plus en plus d'équipes qui le font là. On le voit en club, en équipe nationale, les Polonais c'est pareil. C'est balle au filet pour avoir la possibilité de pousser la balle, de jouer contre le bloc et rejouer derrière, jouer le block out en poussant la balle. Il y a cette nouvelle règle qui est sortie l'année dernière, où on n'a pas le droit d'accompagner la balle, donc plus la balle est près du fil, moins on va l'accompagner, donc plus ce sera facile pour l'attaquant aussi. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu, et c'est vrai qu'une équipe comme la France a clairement du mal à faire ses points si la balle elle est à 2 mètres du filet avec des bloqueurs qui ont le filet, on va dire, au-dessus, qui ont la tête au-dessus du filet. Donc oui, c'est important pour nous d'avoir cette qualité de passe dans la contre-attaque pour laisser le maximum de possibilités aux attaquants.
T'as un petit peu répondu à la question tout à l'heure. Là, on te dit aujourd'hui comme un des meilleurs tacticiens aussi au niveau de la distribution. Sur quoi tu t'appuies manifestement pas spécialement sur les plans de jeu. Est-ce que c'est de l'instinct, de l'expérience, une vision périphérique? C'est un peu de tout, je pense. J'aime bien. C'est pas que j'aime beaucoup la tactique. J'aime vraiment beaucoup la tactique. Mais en fait, je le garde de côté un petit peu et ça dépend du moment en fait dans le match. Quand je me sens peut-être un peu en difficulté, je vais me raccrocher à ça par exemple, à ce que j'ai vu en vidéo. Parce que je sais que ça peut marcher, que ça peut me remettre dans le match, etc. Il y a des jours où on a l'impression, quand on est passeur, c'est bizarre. Parce que il y a cette sensation parfois où quoi qu'on fasse, c'est toujours le bon choix, tout va super bien. L'attaquant est toujours dans les bonnes conditions, on est toujours voilà, on a l'impression d'avoir un coup d'avance sur l'équipe adverse et ça c'est super comme sensation quand on est passeur et que ça arrive. Et il y a des fois où on a l'impression que l'équipe adverse elle a pris un peu le pas sur comment le déroulement du match, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et là il faut se rattacher, je pense, à ce qu'on a vu en vidéo, au plan de jeu, à ce qu'on est comme passeur aussi dans les qualités qu'on est et voilà, je pense que c'est un peu tout ça qui fait l'histoire d'un match et d'un passeur, je pense, parce que c'est important de se créer un peu une histoire et comment on va amener le match, les points cruciaux, ça c'est important, je pense. D'accord. Dernier aspect sur la technique, un point qui était assez spécifique à toi, mais qui peut être important pour pas mal de jeunes passeurs vers le très haut niveau. Ton gabarit fait que tu n'es pas très très grand. Pourtant, tu es très très loin d'être un mauvais bloqueur, et tu l'as montré sur énormément de compétitions. Est-ce qu'il y a quelque chose techniquement dans ton bloc qui fait que tu arrives à compenser un petit peu ce défaut de hauteur naturelle? Déjà, c'est gentil de dire que je suis pas pour non, c'est vrai que après, clairement, j'ai beaucoup plus de possibilités de bloquer que les autres parce que une majorité du jeu sont orientée vers moi. Donc forcément, j'ai beaucoup plus de chances de bloquer parce que les équipes savent que je suis pas très grand. Donc le jeu est orienté. Du coup, on a une organisation aussi qui est faite un peu pour ça, pour un peu me protéger, etc. Donc c'est des choses positives aussi pour une équipe de ne pas avoir toujours des grands bloqueurs. Donc bien sûr que ce serait mieux que tout le monde soit très très fort au bloc. Mais après, dans le travail, je pense que mon objectif c'est de prendre un minimum de block-out déjà, donc d'être bien placé. Je pense que le timing au bloc est quelque chose de très très important. C'est très très important parce que il y a le timing, il y a sauter au bon moment, la main droite vraiment pour essayer de ne pas prendre de block-out, de mon côté je veux dire. La main gauche, pareil, de ne pas la sortir trop du filet pour pas qu'on se fasse passer entre le filet et nous. Donc il y a tout ça, je pense que le timing c'est quelque chose de très important. Après en termes de gamme, je suis pas non plus en train de faire énormément de gamme de blocs, mais par contre j'essaye d'être concentré dans tout le jeu de 6-6, etc. pour prendre, comme j'ai dit, le minimum de block-out. Je ne vais pas faire énormément de blocs directs, mais essayer de toucher, de ralentir. Et surtout de permettre à la défense derrière de s'organiser comme il faut, quoi. C'est ça le plus important parce qu'on est une équipe super forte en défense. Et voilà, on sait qu'on a Jenny en 5, si on est propre, il va bien défendre. Le poste 6, il va un peu me protéger. Et si juste j'arrive à toucher, à ralentir un peu, je sais qu'il y aura quelqu'un derrière pour défendre. Donc c'est plus ça mon rôle et ma philosophie dans le travail de bloc. Ok, parfait. On va terminer en parlant un petit peu de ta carrière, dans le sens surtout ton vécu, les expériences qui ont pu un peu te faire évoluer. Si tu devais déjà poser 3 mots, c'est un peu piège comme question, mais poser 3 mots sur ton parcours depuis ton départ du CNVB. Ouais, du travail. Un petit peu de chance. Un petit peu de chance, clairement. Un petit peu de chance parce que, pour rebondir là-dessus, un peu de chance parce que je pense que j'ai été un des seuls peut-être, enfin pas beaucoup, qui a été lancé dès sa sortie du CN. À la base, à 7. À la base, quand je discutais avec le club au tout début de 7, c'était pour être deuxième, et c'est juste qu'ils ont une baisse un peu de budget et qu'ils ont pris le coach Patrick Duflo a décidé de prendre un risque sur un poste et il l'a pris sur le poste de passeur parce que je coûtais moins cher qu'un passeur déjà expérimenté. Donc
Donc ça a lancé clairement ma carrière parce qu'on m'a connu après cette première année pro. Donc un petit peu de chance là-dessus. Et le troisième, ça serait de la réussite un peu. Réussite parce que pour l'instant je suis content de ce que j'ai fait, mais j'ai encore envie de gagner, de rapporter des médailles, que ce soit pour l'équipe de France et après pour les clubs dans lesquels je joue. La perspective aujourd'hui d'être performant aussi, on parle beaucoup d'entraînement invisible, de tout ce qui va se passer à l'extérieur de l'entraînement. Comment est-ce que toi tu le conçois, cette partie-là de l'entraînement justement? Je pense que c'est important, surtout pour moi joueur ou comme tu l'as dit, je suis pas forcément très très physique. Tout ce qui est à côté, ça va être important là. Le repos, la récup. J'ai appris pas mal au terme de nutrition aussi. Je pense que c'est important de bien manger pour éviter un peu les blessures. Même si j'adore tout ce qui est dessert, etc. Je veux dire, je me prive pas. Mais par contre, j'essaie de faire attention sur plein de choses, comment je mange, etc. Ce que j'ai eu un peu de mal quand j'ai commencé ma carrière, clairement. J'ai eu pas mal de difficultés là-dessus. Donc j'ai évolué et je pense que c'est important dans le sport de haut niveau maintenant. Et oui, après, je suis pas non plus un grand fan, par exemple, de la prépa physique. Je veux dire, je vais pas rester 2 heures en muscu, etc. Après, etc. Mais par contre, je vais faire attention. Ce que mon programme, je le fais. Je discute toujours avec le prépa physique de ce que j'aime moins, comment je me sens, etc. Parce que ça aussi, au fur et à mesure de la carrière, on apprend un peu à connaître son corps et aux besoins qu'on a. Pour moi, la prépa physique, en tout cas, comment je la vois, pour moi personnellement, je vais pas me développer physiquement maintenant et c'est pas ça qui va me faire changer. Pour moi, la prépa physique, c'est surtout de me sentir bien dans mon corps au moment du match, dans une période, on va dire, importante. Donc être prêt pour une future compète, être prêt pour des playoffs. Donc moi, je le vois comme ça. Et aussi, tout au long de l'année, être un minimum blessé. Donc éviter les blessures. Et c'est surtout là-dedans que je vois la prépa physique pour moi en tout cas, quoi. Et surtout pour un joueur qui est dans sa carrière et qui évolue dans sa carrière. Je veux dire, un jeune joueur, je pense qu'on peut le développer physiquement parce qu'on voit qu'il peut encore se développer et prendre de la puissance, du saut, etc. Mais aussi, il y a cette partie, on va dire, non-blessure qui est importante dans la prépa physique. Dernière question, ça va rejoindre un petit peu cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui tu considères avoir fait beaucoup de sacrifices dans ta carrière? Et si c'était à refaire, est-ce que tu en ferais plus? Est-ce que tu en ferais moins? Alors on en fait beaucoup. Quand on est sportif de haut niveau, on en fait beaucoup. Le dernier en date, il est de même pas 1 mois et demi. J'ai pas vu la naissance de ma fille. Voilà, c'est clairement un sacrifice. Hein. J'étais en Pologne pour jouer mes playoffs, mes demi-finales et ma finale, pendant que ma femme était rentrée en France pour accoucher parce que c'était un peu compliqué en termes d'organisation. Donc il y en a plein des sacrifices qu'on fait. Hein. C'est heureusement qu'on a gagné le championnat parce que du coup la pilule, on va dire, passe mieux. Mais bien sûr qu'on en fait, parce que même quand on est en vacances, on a toujours dans un coin de la tête de la reprise, pas arriver hors de forme, donc à faire attention un peu à ce qu'on mange, à pas trop être pas être en surpoids, tout ça. Donc bien sûr qu'on fait plein de sacrifices. Je pense que quand on est dans une carrière, même quand on est en vacances, enfin pour moi en tout cas, on a toujours cet état d'esprit et cette mentalité à se dire ok, bon là faut que je fasse un petit peu de sport, faut que je fasse quelque chose pour pas arriver hors de forme quand je vais rentrer. Donc moi j'ai vraiment cet état d'esprit. Donc c'est des sacrifices pour la famille parfois clairement, mais aussi c'est des magnifiques moments à vivre et une carrière est tellement courte. Je veux dire, j'ai commencé, ça fait déjà plus de 10 ans et j'ai l'impression que j'ai commencé il y a 2 ans, quoi. Ça passe super vite, donc faut profiter de ces moments. Je veux dire, ça reste pour moi le plus beau métier. Là, je joue dans des salles pleines, je joue pour mon pays, on aura un Euro en France cet été. Je veux dire,
c'est que des choses que tout le monde rêverait, donc faut profiter. Bien sûr qu'il y a des sacrifices, mais voilà, la vie elle est encore longue après et on pourra faire tout ça après.